Alors on passe au prochain sujet. Tu parlais justement de cette culture woke omniprésente aussi dans la Silicon Valley. Et en fait, j'ai eu l'idée de ce sujet-là parce que c'est parti d'une anecdote. Vous le savez, il y a quelques jours, c'était le Super Bowl. Et comme à chaque fois, lors du Super Bowl, à la mi-temps, il y a un show, une performance musicale. Et cette année, c'était l'artiste Usher qui a fait le show. Et on a eu droit à tous les ingrédients du halftime show du Super Bowl à l'américaine. Et il a chanté ses plus grands tubes. Il a dansé en roller. C'était d'ailleurs un petit peu pathétique. On se dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arriver en deltaplane la prochaine fois. Il a même enlevé sa chemise. Il nous a montré ses abdos. Bon bref. Et il avait autour de lui tout un tas d'invités. Et notamment, il avait invité Alicia Keys que j'adore et qui a chanté son tube If I Ain't Got You. Qui est une de ses plus grandes chansons. Et je sais pas si vous vous rappelez de cette chanson, mais le morceau il commence par une partition de piano et tout d'un coup elle se met à chanter. Et moi j'ai vécu le halftime show live et j'attendais justement cette chanson de Alicia Keys qu'elle se mette à chanter. Et quand elle a commencé à chanter, elle a fait une fausse note. Et elle a fait une vraie fausse note, c'est-à-dire que tu pouvais l'entendre. Et même moi, qui étais avec mes potes en train de regarder Super Bowl, j'ai dit ah tiens, elle a merdé là, la copine Alicia. Mais bon, pas très 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 grave. Et puis ensuite, elle a continué sa chanson et le show s'est terminé. Sauf que j'ai été voir ensuite le halftime show le lendemain. J'ai voulu revoir le halftime show et arrive la séquence de Alicia Keys. Donc là, je vous propose d'écouter la fausse note. Sauf que quand vous allez réécouter ce show-là sur le site officiel de la NFL et à travers ses médias sociaux, ce que j'ai fait, on réécoute la musique et là, tout d'un coup, la fausse note a disparu. C'est-à-dire qu'ils ont réédité la chanson, et c'est comme si cet événement, qui paraît anecdotique, avait absolument disparu. Je vous propose là d'écouter le morceau une fois édité. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, on s'en fout, Carlos. C'est pas très grave, c'est juste une chanson. On s'en fout, Carlos. On s'en fout, Carlos. Non, mais justement, moi, je suis pas d'accord. On s'en fout, Carlos. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Mais comme du téton de Janet Jackson, il y a, je sais plus, 15 ou 20 ans, on s'en fout, quoi. Mais non, on s'en fout pas. C'est un non-sujet. Non, pour moi, et je suis désolé d'insister, on s'en fout pas parce que je me suis dit, putain, on est dans une Matrix. C'est-à-dire que s'ils sont capables de faire ça pour Alicia Keys, pour un truc aussi banal que Alicia Keys, ils sont alors capables de le faire pour à peu près tout ce qu'on regarde en fait sur Internet. Et j'en parlais avec un pote à moi américain, avec qui je dînais l'autre soir. Il me disait, mais oui, Carlos, c'est un truc qui est fait en permanence, où il y a de l'édition en permanence. Alors on sait qu'aux États-Unis, il y a toujours un décalage de 7 secondes entre ce qu'on voit live, parce que c'est là qu'ils rajoutent les bips sur les les machins, les trucs comme ça. Mais ça veut dire que des choses qui ont été enregistrées peuvent être modifiées, et qu'on peut se mettre à modifier des choses a posteriori et réécrire un petit peu l'histoire, parce que en fait, voilà, pour les générations futures et les gens qui regarderont cette halftime show, cette fausse note n'a jamais existé. Mais ça vous interpelle pas, moi ça me rend fou. Si, attends, mais moi, ça me fait bizarre parce que surtout, ça modifie ta perception de la réalité. Au bout d'un moment, tu vas te dire, mais en fait, quel réel j'ai vu? C'est quoi le réel, etc. C'est quand même un peu un sujet. On parlait des médias la dernière fois, clairement. Tu sais, dans Black Mirror, il y a un moment où, en gros, quand il se quitte, il est bloqué. Le mec, et au lieu d'être bloqué juste dans l'iPhone, il est bloqué sur toutes les photos, toutes les vidéos, il est effacé de tout. Et du coup, tu peux projeter ça dans un futur un peu dystopique en te disant, la cancel culture, jusqu'où ça va? Est-ce que on efface des statues, d'esclavagistes, des noms de rue? Est-ce qu'on va t'effacer complètement de l'histoire? Et les historiens, du coup, sont critiques de la cancel culture parce que si on efface l'histoire, on efface aussi nos apprentissages de l'histoire et donc on va retomber dans les mêmes conneries. Bon, ça nous empêche pas de retomber dans les mêmes conneries, tu vois ce que je veux dire? Mais normalement, il y a une vertu d'apprentissage à s'être trompé, à dire qu'on s'est trompé et à laisser les preuves qu'on s'est trompé. Sinon, du coup, on va recommencer les atrocités.
La vraie erreur, c'est de juger quelque chose du passé avec notre morale et nos critères d'aujourd'hui. Absolument. Je te donne un exemple. Pierre Rodrigo, je te donne un exemple de ça. Mais Desproges n'est pas acceptable aujourd'hui, 30 ans après ou 40 ans après, à la télé. Ce qu'il disait à l'époque, qui faisait rire tout le monde, n'est plus acceptable. Les pères fondateurs des États-Unis qui avaient des esclaves, parce que c'était la norme à l'époque, on essaie de les dévisser de leur statut. C'est justement l'exemple que je voulais te donner, Rodrigo. Je peux pas être solidaire de ça parce que moi, je pratique un peu la cancel culture et j'assume. Okay. Je vais vous expliquer pourquoi. Okay. J'écoute Bob Marley, je lis Louis-Ferdinand Céline parce que j'adore ce qu'il a écrit malgré l'horrible personnage que c'était. Donc je ne cancel pas tout, mais dans mes pratiques culturelles et politiques aujourd'hui, je mets plus de femmes, je mets plus de personnes que j'ai envie de voir, je les auto un peu promeux dans mon propre petit panthéon musical notamment. Par exemple sur Spotify, je fais attention à ça. Alors que t'as des mecs qui ont fait des crimes sexuels, des machins qui sont portés au nu, qui sont tout le temps en tête d'affiche, etc. Donc moi je fais un petit peu la police des mœurs et je sais que c'est pas bien, enfin que c'est pas censé être moral ou en tout cas c'est pas à moi de faire le tribunal d'eux. Mais en fait, je me sens bafouée dans certaines identités que j'ai et où en fait j'ai envie de dire merde. En fait, nous on est au fin fond du truc. Enfin nous, notamment certaines artistes femmes, etc. Et donc je trouve que à travers mes goûts, je suis responsable aussi de les porter et de les soutenir. Donc c'est pas pour cancel non plus, mais c'est aussi pour les encourager. Mais que tu le fasses à titre personnel, c'est très bien. T'es libre de faire ce que tu veux. Que tu n'aies plus envie de lire Ferdinand Céline pour des raisons personnelles, il y a absolument aucun problème et personne ne peut aller contre ce choix-là, il est individuel. Ce qui est dangereux, c'est effectivement cette police morale, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on va expliquer que tout d'un coup, et on ne sait pas comment. Je vous donne un autre exemple qui est peut-être plus soft. Est-ce que vous saviez que, par exemple, vous vous rappelez du film Avatar? Dans la première version du film Avatar, il y a une scène de sexe qu'on appelle le hair sex, où en fait, vous savez, ils ont ces longs cheveux et ils ont un truc qui est comme une sorte de câble USB, en fait, qu'ils utilisent pour se connecter à la nature. Et leur façon de faire du sexe, d'avoir une relation sexuelle, ces avatars, c'est de plugger ces deux sortes de tresses qu'ils ont capillaires les uns aux autres. Et il y a cette scène magnifique que moi je me rappelle dans le premier Avatar. Si vous regardez aujourd'hui Avatar, cette scène a été coupée. Elle n'existe plus. Ce hair sex n'existe plus. Et le problème, alors vous allez me dire peut-être qu'on s'en fout. Moi, je m'en fous pas. Parce que il y a un véritable problème de ça. C'est que si on supprime, c'est-à-dire que les ayants droit ont le droit de supprimer des choses online, on va rentrer dans ce qu'on appelle le Mandela Effect. Vous savez ce que c'est le Mandela Effect? Le Mandela Effect, c'est que il y a eu en fait, où grosso modo, la seule chose qui nous reste pour penser le passé, c'est nos souvenirs. Il y a eu en Afrique du Sud, il y a eu un moment où on a cru que Mandela était mort, Nelson Mandela était mort en prison. Tout le monde était persuadé de ça. Et c'est ce qu'on a appelé le Mandela Effect, où tout le monde, la mémoire a été altérée, alors que Mandela n'était pas du tout mort en prison. Et ce qui est très dangereux, je pense, c'est que notre mémoire, elle est super faillible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rappellent de trucs et d'autres qui vont pas se rappeler de certaines choses, et on n'a plus ce référentiel parce que on a pu supprimer du contenu sur Internet de façon arbitraire, alors porté par des propos, des projets politiques X ou Y, qui fait que on sépare les gens entre ceux qui se souviennent de quelque chose et ceux qui ne peuvent pas se souvenir parce que la preuve n'existe plus. Mais attention, tu vois, dans les sociétés de techno dans lesquelles on vit, avec la pensée algorithmique, par exemple avec TikTok, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de produire ça? Parce que, en gros, les références communes, elles sont disparues. Mon algorithme, il me montre que les trucs que je veux voir, Là, j'entendais sur la croissance du sexisme chez les jeunes garçons. La pensée masculiniste, par exemple, elle est poussée par des petites vidéos humoristiques sur TikTok de mecs qui réduisent un peu, qui font des petites blagues miso gentillettes. Et puis ça se transforme. Les gamins, ils ont 12 ans, 13 ans, ils voient que ça dans leur feed.
Donc c'est pas pour dire que y a plus de mémoire collective, mais elle est tellement fragmentée et elle est tellement du coup algorithmisée, enfin je sais pas comment on peut dire, que si c'est déjà comme ça aujourd'hui, qu'il y a plus le prime time sur TF1, que tout le monde regarde ses écrans, que tout le monde est satellisé sur des modes de pensée différents, moi même avec mon mec on pense pas du tout la même chose, on n'a pas deux feeds du tout pareils politiques sur nos mêmes réseaux sociaux, c'est une horreur. Alors dans 50 ans, qu'est-ce que ça sera, tu vois? Ouais, non, mais mais le problème, c'est que oui, il y a cette fragmentation finalement, c'est-à-dire que chacun suit des channels qui opèrent leur propre politique morale, avec des choses qui sont acceptables ou pas acceptables, et on vit chacun dans ces sortes de bulles informationnelles avec. Mais il y a derrière quand même un courant de pensée. Je vous donne une autre anecdote. L'autre jour, je discutais avec un copain à moi qui est américain, c'est important, et homosexuel. Et puis on parlait de cul, quoi. En fait, quoi. Bref. Et il me dit, moi je préfère les mecs, machin, etc. Je lui dis, bah écoute, je lui prononce la phrase suivante, c'est personally, I don't really care about your sexual preference. Je prononce cette phrase-là, your sexual preference. Il me reprend, il me dit, Carlos, tu peux pas parler de sexual preference parce que ce terme-là est un terme offensant pour la communauté gay, parce que être gay, ce n'est pas une préférence. C'est pas je préfère la glace à la vanille plutôt que la glace à la fraise. Alors que lui-même est en train de me dire qu'il préférait les mecs. Hein, c'est assez drôle. Mais là, je me suis dit, attends, j'ai utilisé ce terme-là parce que c'est un terme sociologique qui a été employé pendant des années dans des travaux de psychologie et de sociologie où on a parlé pendant des années de sexual preference. Et là, il est en train de m'expliquer que c'est offensant. Ok, très bien. Peut-être que j'étais homophobe malgré moi. Et je m'en excuse. Et je lui ai dit, écoute, j'avais pas lu le truc comme ça, etc. Mais je te jure que j'ai utilisé ce mot-là en pensant que c'était un mot qui était sociologiquement ou psychologiquement usuel, quoi. En fait, dans le courant de pensée de la psychologie et de la sociologie que je connais. Et j'ai été sur le dictionnaire online, Merriam-Webster, qui est le dictionnaire américain. Et là, je tombe sur cette définition de sexual preference. The term sexual preference, as used to refer to sexual orientation, is widely considered offensive. OK. Donc, ce terme-là qui était utilisé dans des travaux de sociologie et de psychologie, désormais, c'est Webster qui le dit, donc le dictionnaire, is widely considered offensive. C'est-à-dire que quelqu'un a décidé, je ne sais pas qui, et en reparlant, pas avec ce pote, mais avec un autre pote américain, il me dit, mais oui, mais aux États-Unis, la langue américaine est une langue qui évolue en permanence et qui est très malléable, à la différence de vous sur la culture française, où vous avez l'Académie française, où le débat a lieu à l'Académie française pour savoir ce qu'il y a dans le dictionnaire. Et alors oui, vous êtes beaucoup moins malléable et beaucoup moins flexible, mais là, je me suis dit, mais la langue française a ça d'intéressant, c'est qu'on a une sorte d'organe central où le débat a lieu sur la définition des termes. Et nous, on n'a pas ça aux États-Unis. C'est ça qui est incroyable. J'ai découvert tout ce truc-là et j'étais fasciné par ça. Bah demain, tu seras tranquille. Les IA, elles corrigeront direct tous les textes. Je serai pas tranquille. Remplacé par le bon mot. Mais non, je serai pas tranquille, Flavie, parce que je vous montre un autre truc. Du coup, on a été sur... Pardon, juste avant que tu le montres. Ouais. L'IA entraînée sur une base de données avec un référentiel qui n'est pas forcément le nôtre, qui est pas forcément notre culture. Ah, mais qui va être celui de la Silicon Valley, hein, je vous le dis tout de suite, hein, ça va être horrible. Qu'il soit la Silicon Valley ou de la Chine, hein, n'oublions pas. Ou de la Chine, ça c'est clair. Aujourd'hui, je voyais un post d'un copain finlandais qui ont fait des avancées sur leur modèle d'entraînement parce qu'il n'y a pas assez de données pour entraîner les modèles en finlandais ou en finnois, je sais plus comment on dit. Et donc il y a plein de contraintes culturelles et c'est très dangereux l'IA à ce niveau-là. Et justement, je vous montre l'exemple type de ça. Faites une recherche dans Gemini qui vient de lancer son nouveau modèle d'intelligence artificielle. Là, c'est une recherche qui a été faite sur produire des images d'un roi au temps du Moyen-Âge en Angleterre. Regardez les résultats. Voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que par souci de diversité, par souci d'inclusion, et cette culture woke qui existe dans la Silicon Valley, qui est omniprésente, on vous présente des images d'un potentiel roi d'Angleterre au Moyen-Âge avec un Native American, un Asian, un Black qui serait roi en Angleterre, en fait, qui est
qui est complètement fucked up, quoi. En fait, le résultat est absolument fucked up. Tu sais, moi, ça me fait surtout penser à la réponse de l'ingénieur à qui on a dit « Putain, mec, c'est pas possible, quand on tape CEO, c'est que des mecs blancs de 50 ans, faut que tu fasses quelque chose là dans ton script, faut que tu montres de la diversité. » Et comme s'il avait mis, tu sais, plusieurs trucs, genre femmes, plusieurs ethnicités, plusieurs types de racisés. Moi, je pense que c'est ça, parce que sans être woke, Carlos, c'est quand même choquant l'inverse. C'est-à-dire que tu tapes femme, tu sais, dans Google, tu sais, les prescriptions, ça dit de ménage, femme battue, femme machin, tu sais, t'as déjà fait cet exercice-là, il est horrible. Ouais. Et je te parle juste de la différence homme-femme, qui est quand même pas censé être le truc le plus flagrant, le plus incroyablement injuste de la Terre. Donc, moi, sans être woke, je pense que, bah, oui, c'est normal quand même qu'on mette des garde-fous sur l'IA, sur un peu la diversité des profils que ça représente. Oui, mais on peut pas créer des sortes d'erreurs historiques, quoi, en fait, qui sont graves, quoi, en fait, qui sont, et alors là, je vous montre cette autre tweet de gens qui s'insurgent, pareil, de la même chose et qui font des tests avec l'intelligence artificielle qui sont super intéressants. Là, c'est quelqu'un qui dit, bon, ok, ben, du coup, je vais prompter différemment. Je vais lui dire, paint me historically accurate as in white male. Donc, il lui dit, dessine-moi un chevalier anglais du Moyen-Âge qui soit historiquement précis, donc, entre parenthèses, white male. En fait, il le dit à l'IA, et là, l'IA lui répond, non, je suis désolé, par souci de non-discrimination et par souci, en fait, de diversité, je ne peux pas faire ça. Donc, tu vois, c'est un truc de malade. Alors, ça veut dire que, voilà, et alors, il fait l'inverse ensuite derrière, il lui dit, ok, bah, écoute, on va faire différemment, tu vas me faire un chevalier britannique au temps du Moyen-Âge, et ça va être une female black, c'est-à-dire une femme de couleur noire. Et là, l'IA lui répond, non, je suis désolé, par souci de respect de l'accuracy, en fait, je peux pas non plus faire ça, quoi, en fait. Donc, en gros, grosso modo, on est dans une sorte d'impasse complètement. Moi, je trouve ça fascinant. Je ne sais pas encore comment analyser ce truc-là, quoi, en fait. Je vous le livre tel quel. Mais là, on est dans la matrix de l'IA qui est intéressante, quoi. L'IA est entraînée sur des données passées. Une des tendances de l'IA à venir, c'est de l'entraîner sur des données synthétiques. Non, mais là, l'IA est entraînée sur des données politiques. Là, il y a un biais politique qui est évident. Je ne sais pas. Regardez, là, l'IA, on l'a demandé à l'IA. Regardez là, on l'a demandé à l'IA. Dessine-moi les 2 fondateurs de Google. Regardez la gueule des 2 fondateurs de Google. C'est 2 Asiates. Parce que l'IA, elle dit, bah voilà, par souci de diversité, tiens, je vais mettre des Asiates. Mais ça ne ressemble en rien à Sergey Brin et à Larry Page, ce truc-là. C'est absolument débile. On est dans une sorte d'incohérence, d'hallucination totale dans l'intelligence artificielle. Pour mémoire, pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent, l'IA est entraînée en 2 étapes. Tu sais, d'abord, tu entraînes un modèle et le modèle est ensuite affiné avec des jeux de données. Donc, c'est dans le jeu de données, la 2e étape, qu'on peut mettre toutes ces restrictions DEI politiques.